Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du Club des Burn-outés et des Bienveilleurs. Bonjour Marc. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui, nous avons la chance de discuter avec Maryse, qui nous a contacté sur LinkedIn il y a quelques temps et qui nous suit sur le club depuis le mois de mai. Bonjour Maryse. Bonjour Maryse. Bonjour Marc, bonjour Christophe. Alors Maryse, comme Christophe vient de le dire, effectivement, tu nous as contacté sur LinkedIn suite aux lectures que tu as eues sur le site de notre club. Et donc, on va directement commencer. Et comme à chaque fois que l'on commence un podcast avec Christophe, on commence toujours par cette petite question qui permet de faire plus ample connaissance. Maryse, qui es-tu et d'où viens-tu ? Eh bien, moi, Maryse, je suis passionnée de sciences humaines et sociales. Alors, psychologie, sociologie, philosophie et autres sciences de l'éducation. Ma raison d'être, c'est apprendre et transmettre. Et j'ai donc exercé pendant des années en tant que consultante, formatrice, coach auprès des entreprises et de leurs managers. D'accord. La raison pour laquelle tu es là, c'est on a un point commun, c'est qu'on a tous les trois fait un burn-out, pas au même âge. Donc toi, effectivement, tu as fait un burn-out plutôt, entre guillemets, en fin de carrière. Tout à fait. Ce serait intéressant que tu nous expliques effectivement comment on vit un burn-out à 59 ans. Eh bien, on vit un mal, comme à n'importe quel âge, je suppose. Et à 59 ans, eh bien, c'est à la fois, enfin, du moins, je l'ai vécu comme une mort sociale et professionnelle. D'un point de vue physique, déjà, c'est le repos forcé qui contraste terriblement avec la suractivité permanente qu'on a eue dans les mois ou les années même qui ont précédé. Et puis, d'un point de vue professionnel, social, ça a été l'expulsion violente, puisqu'on considère que burn-out, c'est le jour où on s'effondre, bien entendu, du moins c'est comme ça que je l'entends. Eh bien, c'était l'expulsion violente de mon univers familier et une perte non moins brutale de tous mes repères. Alors à cela, je pourrais dire comment le vit-on ? On le vit d'abord, on sait quel est le regard de la société sur les seniors, parce que 59 ans, ça fait déjà longtemps qu'on est senior d'après la société. Et en faisant un burn-out, en étant incapable de travailler, on se dit qu'on ne pourra peut-être jamais réintégrer le monde professionnel. On n'imagine pas du tout s'il sera possible même, on n'imagine pas qu'il y ait une reconversion possible. Donc ça, c'est déjà parce que le regard que l'on porte sur les seniors est celui-là. Et puis ensuite, la perte brutale de mes repères, c'est aussi lié à la manière dont moi-même je fonctionne. C'est-à-dire que, et ça je l'ai plutôt compris dans le temps qui m'a été donné de réfléchir, mon identité personnelle, elle est ou elle était, et ça je ne sais pas encore trop le dire, basée sur mon identité professionnelle. Autrement dit, j'étais mon travail. Je n'existais, j'étais définie que par mon travail. J'étais reconnue dans mon travail. Alors évidemment, en perdant mon travail, j'ai perdu ma place dans la société, ma valeur en tant que personne, ma raison d'être, mes motivations. Je n'avais pas d'autre besoin que celui de cet engagement professionnel dans l'accompagnement des autres en tant que consultante, formatrice et coach. J'en avais pas d'autre. Alors, je perdais tout ce jour-là. Alors effectivement, c'est quand tu dis que tu hais ton travail et que tu as perdu ton identité quand tu as perdu ton travail, c'est quand même assez fort parce que ça prouve que, surtout à 59 ans, tu te dis qu'il n'y a peut-être pas de reconversion possible ou pas de... En plus, tu es dans un état où tu es expert dans ton domaine, donc tu étais vraiment au top de la carrière et là, tout s'effondre. Donc ça doit être effectivement très compliqué à gérer. Oui, c'est ça. Le burn-out, c'est quand je me rappelle, c'est le jour de l'effondrement. C'est ce jour-là. Et bien sûr, le temps qui suit. Alors en même temps, quand je dis le temps, un temps où l'horloge s'est arrêtée, où il n'y a
plus rien devant. Derrière, beaucoup de souffrance, et on est là, au milieu de nulle part. Voilà ce que j'ai vécu. Je ne pense pas que ça soit si différent pour d'autres, mais à 59 ans, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre chance, ou j'en voyais pas d'autre. Oui, c'est ça. Tu n'arrivais plus à te projeter sur la suite, ce qui pouvait se passer Non, après. non, absolument pas. Et justement, avec le recul, qu'est-ce qui te semble avoir été la source ou la cause de ce burn-out? Je rebondirai sur les deux mots. La source d'abord. La source du burn-out, c'est le temps qui précède donc, et l'incapacité croissante à gérer le stress. L'incapacité de plus en plus prégnante à récupérer mon énergie vitale. La perte progressive de ma résistance à l'effort. Et donc la source, c'est l'épuisement de mes ressources physiques et psychiques. Burn-out, c'est quand il n'y en a plus. Terminé. Rideau. Les causes, eh bien, c'est justement ce stress de plus en plus élevé. Vraiment, burn-out, c'est le stress non géré, non éliminé au fur et à mesure, et qui devient d'une grande toxicité. On met sous tension extrême, il n'y a pas de relâche. Le ressort est sans cesse tendu. Alors, pour moi, cette mise sous tension extrême, et là les causes, donc, étaient liées à des conflits de valeurs majeures avec mon donneur d'ordre. Ça concernait essentiellement l'éthique, la déontologie. Bon, ça, c'est pas rien. Ensuite, c'était lié aussi, ce stress était lié à l'ambiguïté de mon statut. C'est-à-dire que je devais être aux ordres de cette entreprise pour laquelle j'étais sous-traitante, mais en même temps, je n'avais pas la liberté d'un sous-traitant. J'étais assimilée à un salarié, donc j'étais dans un statut ambigu de subordonné, mais sans avoir la supervision ni la protection sociale qui sont liées au statut d'un salarié. Donc ça, c'était deuxième cause majeure. Et puis, la troisième cause qui accompagnait tout ça, c'était la conscience que j'avais, parce qu'on n'est pas complètement inconscient, bien sûr, pendant tout ce processus, la conscience que j'avais, que je perdais progressivement l'image que je me fais de moi, l'image à laquelle je suis attachée, et qui correspond à ces messages contraignants, sois parfaite, sois forte, fais des efforts, dépêche-toi, fais plaisir aux autres. Voilà, j'étais complètement normée selon ça, et je n'étais plus capable de ça. Donc voilà, à la fois source, le stress, cause, le stress non éliminé qui devient toxique, et le stress lié donc à ce que j'ai dit, les valeurs, l'ambiguïté et la perte d'image. Oui, et le stress peut, on en a déjà parlé dans un précédent podcast aussi, être source de maladies plus physiques aussi, on l'a vu. Et Maryse, on en a parlé lors de notre premier entretien. En fait, après ce burn-out, tu as eu un cancer. Oui. Et voilà, tu nous as fait part en fait de ton ressenti. Et notamment, tu as eu une phrase vraiment très forte qui nous a vraiment fait poser plein de questions. Tu nous as dit au détour de la discussion qu'en fait, le burn-out avait été plus difficile à gérer que le cancer. Absolument. Parce que les traitements pour le burn-out sont plus difficiles qu'une chimio. Et ça, franchement, ça nous a vraiment interpellés. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, justement, tu disais à l'instant que le burn-out peut avoir des répercussions physiques. Et je pressentais, en effet, dans la période intermédiaire, que ça n'allait pas s'arrêter là, que l'ampleur des dégâts était trop importante, que j'avais contenu la cocotte minute trop longtemps pour que ça s'arrête simplement au burn-out, qui a donc, à moins que ça soit d'autres sources, mais ça y a forcément contribué, entraîné un dérèglement hormonal important et déclenché un cancer hormonal. Bon. Donc le cancer, pourquoi est-ce que les traitements sont moins difficiles? Parce que quand on est diagnostiqué, d'abord il y a une certitude. On sait exactement de quoi il s'agit.
on vous fait des prélèvements et on vous dit vous êtes atteint d'une tumeur, tel grade, tel truc, tel machin. À partir de là, on vous prend totalement en charge. Vous avez une prise en charge médicale très précise, très structurée. C'est la chirurgie tel jour, la chimio, tant de cure à telle fréquence. Les examens périphériques sont clairement identifiés. On fait les choses selon un protocole extrêmement serré. Et compte tenu de mon profil de personnalité, eh bien, pour moi, c'est rassurant. C'était rassurant. C'est sécurisé, c'est encadré. On sait où on va. Alors, évidemment, la guérison est aléatoire. Bon, ça, on ne vous dira jamais que vous êtes guéri, même après. Hein. Mais le processus est clair. Il est rationnel. Et donc, on a le sentiment qui est tellement important, je pense, pour les profils à risque de burn-out, on a le sentiment que tout est sous contrôle. Donc, c'est en ce sens que le cancer est apparu plus facile à gérer que le burn-out, parce que le burn-out, subitement, tout d'un coup, un matin, c'est le trou noir. Vous tombez dans l'abîme et vous ignorez non seulement comment vous allez vous en sortir, ni même si vous allez vous en sortir. À ce moment-là, vous n'en savez rien. Le processus qui suit, c'est un processus émotionnel, c'est un processus psychologique, avec deux énormes inconnus. Comment faire? Combien de temps? Il n'y a pas de cadre. Vous êtes hors limite, hors jeu, personne ne s'occupe d'eux. Donc c'est là où j'essaie de montrer que dans un cas, la société connaît bien le cancer, malheureusement, même si elle ne soigne pas tous les cancers, mais la société connaît bien le cancer et sait prendre en charge ses malades. La société a encore le tabou du burn-out et on ne vous dit pas comment vous en sortir. On ne vous dit pas qu'un jour ça ira à nouveau, qu'un jour vous verrez à nouveau la lumière. C'est en ce sens que j'ai trouvé finalement que le cancer, c'était plus facile que le burn-out. Alors peut-être aussi parce que le cancer suivait le burn-out, si on peut dire. Donc il y avait aussi une forme d'apprentissage qui avait déjà été fait dans la douleur. Tu peux nous parler justement un petit peu des ressources sur lesquelles tu t'es appuyé pour surmonter le double traumatisme, burn-out suivi du cancer? Alors, je vais parler surtout du burn-out, hein, parce que, encore une fois, avec le cancer, vous pouvez être accompagné, mais par une foule de gens. Hein, si vous voulez utiliser les ressources que les instituts spécialisés mettent à votre disposition, je dirais aux frais de la société, parce qu'avec une prise en charge totale, c'est ce qui n'est pas le cas pour le burn-out. Alors, c'est sur le burn-out où j'ai eu à utiliser certaines ressources. Alors, je vais parler de ce que j'ai fait, puis j'aimerais bien dire aussi ce que j'aurais dû faire. Non pas si je devais recommencer, mais pour ceux qui éventuellement nous écoutent. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis avant tout appuyée sur mes connaissances professionnelles, sur mes compétences. Et j'ai pratiqué une forme d'auto-coaching, en quelque sorte. Comme j'avais cette spécialité d'accompagner des personnes en difficulté, notamment face aux risques psychosociaux, face à la perte d'emploi, en reconversion, en état de choc, j'avais un certain nombre de compétences et de connaissances. Alors, je les ai utilisées pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait. Déjà, de me raccrocher aux théories que j'avais déjà mises en pratique auprès de tiers. Ensuite, et en même temps, j'ai beaucoup écrit. D'abord parce qu'écrire correspond, encore une fois, à mon mode de fonctionnement, et ça permet d'évacuer les émotions, même les émotions négatives, les émotions les plus douloureuses, à la fois dans la colère, les jours où c'est la colère qui est dominante, dans la tristesse, si c'est ce jour-là où vous êtes submergé par la tristesse. Donc, écrire m'a permis d'évacuer mes émotions trop lourdes, d'accepter ensuite les leçons de cette expérience. Et j'ai mené, alors toujours en mélangeant un peu la connaissance pro et l'écriture, d'identifier quels étaient mes besoins authentiques, qui j'étais.
cette fois-ci en dehors du travail. Et ça, c'était extrêmement difficile parce que qui es-tu, quels sont tes besoins en dehors du travail? J'étais incapable de répondre. Et puis, petit à petit, j'ai retrouvé confiance, j'ai retrouvé de l'espoir. J'ai accepté aussi que le mûrissement qu'il y a dans cette période qui semble être vide et qui en fait est habitée d'une métamorphose. Parce qu'après le burn-out, on ne sera plus comme on était avant. Alors, ce que j'aurais dû faire, par contre, il y a des limites à l'auto-coaching, hein, et je les perçois aujourd'hui. J'aurais dû me faire accompagner par un thérapeute, par quelqu'un de compétent qui m'aurait aidé à traverser le désert. Voilà, ça c'est vraiment ce que je voudrais dire. Ce que j'aurais dû faire, c'était ça, et non pas simplement me dire je suis compétente puisque je faisais de l'accompagnement au changement, de l'accompagnement dans les risques psychosociaux, donc je suis compétente. Oui, peut-être pour les autres, certainement pour les autres, mais je n'avais pas la distance émotionnelle pour le faire pour moi. C'est ce que t'aurait apporté un psychologue. Oui, absolument. C'est ce regard extérieur et cette distance que toi, tu ne pouvais pas mettre sur tes propres émotions. L'aide à la distanciation. C'est ça. Et ton médecin traitant, justement, tu l'as pas proposé, ça? Cet accompagnement thérapeutique Non, il m'a proposé des médicaments. Il m'a proposé. C'est quelqu'un qui a une approche très rationnelle, très structurée, très directe. Alors, ça me convient la plupart du temps. Si ce n'est que là, elle m'a dit reposez-vous. Oui, mais récupérer et se reconstruire après un burn-out, c'est pas juste se reposer. Non. Ce qui fait que j'ai eu une certaine période d'arrêt maladie, entre guillemets, pour se reposer. Et puis après, de chômage, pendant laquelle j'ai tenté de me reconstruire. Donc c'est tout ça, c'est toute cette articulation qui a été celle-là. Je ne suis pas sûre que tous les médecins traitants aient l'approche psy qui convient à ce cas particulier. Elle a su me dire ah oui, vous êtes la troisième, j'en ai 2 autres de cadres. Oh, dites donc quel fléau. Oui, quel fléau. Et écoute, maintenant on est juillet 2020. Oui. Tu en es où? Oui, j'en suis où? J'ai le sentiment que la toxicité n'est pas complètement éliminée. Si je veux être totalement honnête avec moi-même, elle n'est pas complètement éliminée. Il y a des scories émotionnelles. Il reste des émotions qui ressurgissent assez facilement, notamment lorsqu'on a discuté ensemble lors de notre premier entretien. Mais bon, j'ai quand même appris beaucoup de choses. Et j'ai appris notamment que mon besoin authentique, celui de reste apprendre et transmettre. Alors, d'où aussi cette confusion avec le métier que j'exerçais. Hein. Je sais désormais que, à moins de choses que je ne connais pas aujourd'hui, eh bien, ça sera mon besoin jusqu'à la fin de mes jours. Et donc, je cherche aujourd'hui à satisfaire ce besoin, tout simplement. Alors, j'accompagne ponctuellement des cadres seniors en cours de reconversion. J'ai accompagné pas mal de personnes militaires qui finissent leur carrière très tôt, vers les 50, 54 ans, et qui envisagent d'avoir encore une activité, évidemment. Bon, donc, j'ai accompagné ces seniors, je le fais encore ponctuellement. Et le désir qui m'anime profondément, c'est celui d'accompagner d'autres personnes. Alors, je ne sais pas comment, par blog, par des écrits, par des conférences, par des ateliers, j'en sais rien, mais accompagner d'autres personnes lors de leur transition de vie majeure, comme le burn-out, mais pas seulement, de les soutenir, de les rassurer et de les convaincre qu'au bout du tunnel, il y a la lumière. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas encore concrétisé tout ça, c'est pas mal d'années pourtant qui se sont écoulées, parce que je suis partagée entre mon désir de transmettre et ma préoccupation à prendre soin de moi. Ça, c'est un équilibre, effectivement, qu'il faut trouver, hein, mais il
faut effectivement prendre soin de soi, se protéger. Mais je pense que transmettre, c'est une très belle chose. C'est quelque chose qui permet de s'épanouir aussi quand on en a vraiment l'envie. Oui, en sachant se protéger. Voilà, c'est ça. Exactement. Et je suis faite de telle sorte que émotionnellement, j'ai trop fait éponge avec les autres, d'où aujourd'hui le souhait de mettre une distance par l'écriture ou un blog ou des articles ou autres conférences, et non plus d'être dans la proximité du coaching ou de l'accompagnement à côté, parce que ça devient vite fusionnel. Du moins, tel que moi je fonctionne, hein. Je ne dis pas que c'est bien, au contraire, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire, mais je sais très bien que moi, ça me touche émotionnellement, profondément. Très bien, Maryse. Bah, écoute, que dire? Un grand merci. Merci à vous. Prends énormément soin de toi. Nous, on viendra aux nouvelles régulièrement, donc ça, tu peux compter sur nous. Hein, c'est aussi pour ça qu'on s'appelle les bienveilleurs, Marc, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tout à fait, oui, oui. Hein. Et puis, une autre tradition qu'on a quand on termine nos podcasts, bah, c'est de se donner rendez-vous dans le monde physique maintenant, parce que on a envie de te rencontrer pour de vrai, continuer à jouer notre rôle de bienveilleur, et puis écouter tes paroles qui sont très sages. C'est mon sentiment. Merci à vous deux. Merci à ceux qui nous écoutent ou nous écouteront. Et toutes les ondes positives possibles pour vous et pour eux. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonsoir. Et à bientôt. Au revoir. À très bientôt. Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne des Burnoutés, des bienveilleurs. À bientôt.